Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler de ma deuxième année de psycho. Voilà, j'ai prévu de vous faire un bilan dans cette vidéo. Je vais en profiter aussi pour répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'avais dit la semaine dernière que je vous mettrais un questionnaire, mais j'ai complètement oublié. Du coup, on a fait ça sur Instagram. Si vous aviez pas vu l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur mon bilan de L1. Je vous la remettrai par ici. Et je pense que j'aurais fait une playlist avec tout ça dedans. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'à l'avenir, je fasse d'autres vidéos sur le sujet des études de psycho, parce que je vois que ça vous intéresse. J'étais moi-même un peu étonnée, à vrai dire. Je savais pas qu'il y avait tant de gens parmi vous qui étaient soit eux-mêmes en études de psychologie, soit en train de penser à reprendre des études de psychologie, ou en train de reprendre des études tout court et qui du coup étaient intéressés par comment je m'organise, comment c'est quand on est installé professionnellement, qu'on a une famille, qu'on a des amis, une vie sociale, etc. pour reprendre des études. Aujourd'hui, un bilan de ma L2, je vais vous parler de mes notes, je vais vous parler de comment ça s'est passé pour moi, comment je l'ai vécu, de comment je me suis organisée. On m'avait pas mal posé des questions autour du temps que ça m'a pris, de la difficulté de manière générale, et aussi de la suite, comment je vois la suite, la L3 et le master. Donc je vais vous parler un peu de tout ça dans cette vidéo, voilà. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, j'ai une information importante à vous transmettre, qui est que demain, je sors un programme, j'appelle ça programme, mais en fait c'est un cahier de vacances pour vos vacances, voilà, où j'ai choisi un thème qui est autour de la question des limites, comment poser des limites de manière efficace dans les différents domaines de votre vie. On va parler de peut-être même vos vacances d'été avec votre famille et les parents qui parfois ont de la difficulté à comprendre les limites, mais aussi dans le boulot, peut-être pour préparer votre rentrée, si vous avez besoin de mettre plus de limites, puis aussi de vous-même à vous-même. Donc voilà, vous êtes hyper nombreux au fil des années à avoir cette problématique de limites, moi la première. Donc j'avais très envie, ça fait un moment en fait que ça trotte dans ma tête de vous faire un programme ou un atelier ou un webinaire ou quelque chose en tout cas en lien avec cette question des limites. Je l'ai déjà fait par le passé. Mais là, je vous ai préparé quelque chose qui va au-delà de juste de l'écriture, vous savez, de la réflexion. Vous allez voir qu'il y a des choses un peu pratiques aussi à faire et des choses très concrètes pour ces différents domaines de vie. Donc, je suis sûre que pour les personnes concernées, ça va vraiment vous aider. Et je vous le dis là parce que la première semaine, donc du 15 au 21, il y aura une réduction. J'aime bien faire ça. Quand je sors de nouveaux programmes, je fais une réduction les quelques premiers jours, voire la première semaine. Et aussi, je voulais vous informer que ce sera dispo que du 15 juillet au 15 août. Donc voilà. Donc si vous voulez en profiter avec la promo, n'hésitez pas à vous connecter demain. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter si vous voulez être tenu au courant, avoir le lien, etc. Et voilà, si vous n'y êtes pas déjà, vous avez le lien dans la barre d'infos. Et puis voilà, j'envoie carrément pas plein de mails, hein. Je suis pas du tout Miss Mail à vous envoyer plein de trucs. Quand j'envoie des mails, c'est qu'il y a vraiment des nouvelles, il y a vraiment des informations. Vous le savez en plus, je suis pas tellement celle qui est à l'écrit, moi je fais beaucoup de vidéos, mais c'est vrai que des fois il y a des informations qui passent que par la newsletter, notamment là il y avait eu une promotion fin juin, bah voilà, si vous n'étiez pas sur la newsletter, vous êtes probablement passé à côté, donc n'hésitez pas à la rejoindre et à avoir l'info. Bref, je vais pas vous détailler plus que ça ici parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais si je le dis pas là, malheureusement il n'y a pas d'endroit où on se cause, donc voilà. Et d'ailleurs pour les personnes qui me rejoindraient sur cette vidéo qui se disent mais de quoi elle parle, elle fait quoi dans la vie elle? Alors, je suis en reprise d'études de psychologie, je suis en deuxième année de licence, mais je suis aussi coach de vie depuis pas mal d'années maintenant, puisque officiellement j'ai commencé en 2017-2018, donc ça fait un petit moment, et voilà. Bref, donc on y va. Ma deuxième année de psycho. Donc elle vient de finir, j'ai eu mes notes de deuxième session là, cette semaine. Donc je vais commencer par vous dire mes notes parce que je sais que c'est un sujet que vous voulez savoir combien j'ai eu. Donc je vais regarder parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, je sais que souvent ça sert surtout à se comparer et en général à se comparer négativement hein, et à dire voilà, moi j'ai fait moins bien, voilà, j'aurai jamais rien, voilà, je suis nulle. Évidemment, n'utilisez pas ce que je vais vous dire là dans ce sens-là. Je peux pas vous en empêcher si c'est le cas, c'est voilà, c'est de votre propre chef, mais si vous savez que ça va être plus fort que vous pouvez juste sauter cette partie où je parle de mes notes parce que c'est pas très utile. Moi, je sais que ça m'aide, ça me permet de comprendre un petit peu mon niveau, de me situer, mais j'ai pas tendance à me dévaloriser sur ces sujets-là parce que j'ai assez confiance en moi d'un point de vue académique. Il y a d'autres domaines de ma vie, vous en faites pas, où j'ai pas confiance en moi, mais de ce point de vue-là, c'est assez confiant pour moi. Je sais que les études c'est facile pour moi et que j'adore ça. Donc c'est pas un domaine dans lequel j'ai des insécurités. Donc si vous savez que c'est pas votre cas, n'hésitez pas à sauter en fait. Vous n'avez pas besoin de savoir mes notes pour apprécier la vidéo et pour quand même que ça vous aide si vous êtes en reprise d'études. Donc mon premier semestre de L2, j'ai eu
Attendez, il est où? Là. J'ai eu 13,114 de moyenne et mon deuxième semestre de L2, j'ai eu 14,613 de moyenne. Ce qui me fait en moyenne sur l'année 13,863. Et pour rappel, en L1, j'avais eu, si je me rappelle bien, enfin j'ai pas besoin de me rappeler, c'est noté là, j'avais eu 12,552 au premier semestre et 14,356 au deuxième, ce qui me faisait une moyenne de 13,454. Donc je suis passée d'une moyenne de L1 à 13,454 à une moyenne de L2 à 13,863, ce qui me fait en moyenne, pour l'instant, sur ma L1 plus ma L2, 13,659 de moyenne. Voilà. Alors, est-ce que je suis contente? Pas contente. Tout ça, moi j'essaye d'avoir 14. Bon, clairement, j'y suis pas arrivée. J'y suis arrivée au semestre 2, mais j'essaye d'avoir 14 de moyenne. Il y a 2 semestres où j'ai eu au-dessus de 14. Mais bon, comme les autres semestres, j'ai eu quand même 13,1, c'est 1314, bon, c'est un peu loin de 14. Et l'autre où j'ai eu 12,552, c'est un peu dur à rattraper pour avoir 14 de moyenne de manière générale. Mais bon, c'est pas si mal, je suis assez contente. C'est en tout cas raccord à mon niveau. Évidemment, je visais plus et je vais continuer à essayer de viser plus. Je continue à essayer de viser 14 de moyenne à ma licence. Voilà, si j'y arrive, c'est super. Si j'y arrive pas, il y aura pas. Voilà, la terre va pas s'effondrer. J'essaye de faire ça parce que je sais que la sélection en master est très difficile, que les notes ça compte. C'est pas tout ce qui compte, mais ça compte. Donc j'essaye de faire de mon mieux en fait pour avoir les meilleures notes, sachant que je travaille à temps plein à côté, que je fais des études à distance, que c'est une reprise d'études dans un domaine que je connaissais pas. Enfin, évidemment, je suis coach de vie depuis pas mal d'années, donc je m'intéresse à la psychologie. C'est des sujets, comment dire, qui me sont pas totalement étrangers, mais c'est pas comme si je reprenais, je sais pas, des études après avoir fait une licence de sociaux, par exemple. C'est pas mon cas. Donc vraiment, moi, j'ai fait des études scientifiques à la base, donc j'ai déjà une expérience de l'université, donc ça, je vois que ça m'est utile, mais les matières, c'est pas du tout les mêmes, et en plus, j'ai pas fait d'équivalence ni rien. Vraiment, j'ai tout repris, toutes les matières depuis le début. Je vais commencer par répondre à la question de comment je me suis organisée cette année. Alors j'ai fait les choses assez différemment de l'année dernière, je suis pas arrivée avec le même enjeu. Juste pour vous rappeler, l'année dernière, quand j'ai commencé ma première année de psycho, en fait dans le même été, je suis prise en psycho, plus j'ai un contrat chez Erol pour mon premier livre. Premier livre qui entre-temps est sorti donc en septembre 2023, je vous le remets ici pour celles et ceux qui auraient raté ça, qui s'appelle Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer, aux éditions Erol. Vous le trouvez partout où vous pouvez acheter des livres. Et donc j'ai ces deux choses-là qui commencent en même temps, autant vous dire que c'était beaucoup de choses en même temps. Donc mon organisation, il n'y en avait pas vraiment. La seule chose que je m'étais dite, c'était ok, je vais passer la moitié en session 1, la moitié en session 2, et je vais du coup prioriser des matières, bosser ces matières-là, et après je choisirai les autres matières à bosser en deuxième session, et puis voilà. Sachant que j'ai toujours passé toutes les matières en session 1, même celles que je n'avais pas travaillées, pour quand même voir à quoi ça ressemble, m'entraîner, avoir une première note, une première idée de la notation, etc. Donc là, en L2, j'ai pas fait ça. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, j'aimerais travailler un peu plus régulièrement. Les notes de L2 vont être plus importantes que les notes de L1 au niveau des sujets de master, donc j'aimerais bien, enfin des dossiers de master, donc j'aimerais bien avoir vraiment une meilleure moyenne que ce que j'avais l'année dernière. Et donc je me suis un peu bougée pour ça. Et le problème, c'est que premier semestre, ça a été hyper cata dans ma vie perso, hyper compliqué, et je pense qu'on est tous pareils, hein, j'apprends ça à personne, mais c'est très difficile d'avoir vraiment une vie compartimentée. C'est-à-dire que moi, s'il se passe des choses dans ma vie personnelle, ça impacte ma vie professionnelle, et inversement. Enfin, je veux dire, on est des humains, les émotions, c'est général, donc c'est pas si évident que ça. Et donc, j'ai commencé ma deuxième année de psycho, où j'étais en train de faire des travaux dans cet appartement, j'étais en train de déménager de l'ancien appartement. Voilà, j'étais entre deux apparts, j'habitais pas chez moi, j'avais pas toutes mes affaires, enfin c'était compliqué. Et en plus de ça, j'étais sur la fin d'une relation amoureuse qui s'est finalement terminée en janvier, donc c'était une période, si vous voulez, pas cool. Donc mon premier semestre de L2, en fait j'ai pas travaillé quasiment du semestre, mis à part les choses qui nécessitaient d'être faites au cours du semestre, c'est-à-dire que moi je suis à l'université de Rennes 2, en distance, donc je suis à l'EAD, les études à distance, EAD. Je passe tous mes examens
en présentiel à Rennes, mais il y a aussi des examens en contrôle continu ou des dossiers, des choses comme ça, qui, elles, se font à distance. Et des fois, c'est des QCM, des choses comme ça qu'on peut faire en distance. Donc ça, je les ai passés au cours du semestre, et notamment, il y avait un travail en groupe à faire à 4. Voilà, et cette année, on a aussi eu un travail en groupe à faire à 2 au semestre 2. Mais donc, au semestre 1, à part les trucs qui étaient vraiment à faire pendant le semestre, j'ai pas travaillé en dehors. Et j'ai pas non plus fait comme l'année d'avant où j'ai pas sélectionné des matières en particulier à plus bosser pour les examens. Ce qui fait que je suis allée aux examens, vraiment j'avais pas travaillé. Donc en fait j'ai travaillé genre les 2 semaines qui ont précédé les examens. Et j'ai fait de mon mieux dans à peu près toutes les matières. Et j'ai eu des résultats très disparates, c'est-à-dire en première session du premier semestre de Mile 2, j'ai eu 9,75, donc j'ai pas eu mon semestre, hein, mais pas loin. Et j'avais surtout des notes qui allaient c'était soit des 3 ou des 4, vous voyez. J'ai eu un 0 parce que j'ai rendu une copie blanche dans une matière où franchement, je pouvais pas inventer des trucs, j'avais pas suffisamment travaillé, donc vraiment je savais pas quoi leur dire. Et j'ai eu par ailleurs les matières où j'ai bien réussi, j'ai eu des 16, vous voyez, des 14, des 16. Voilà, donc c'était vraiment tout l'un ou tout l'autre, très hétérogène. Et voilà, et du coup j'ai gardé les matières en me disant bah je vais les repasser en session 2. Moi je fais ça comme ça, c'est-à-dire que toutes les matières où j'ai pas la moyenne, de toute façon je me pose pas de questions, je les repasse en session 2. Même si j'ai mon semestre, même si j'ai une note correcte à mon semestre, dans tous les cas, une matière où j'ai pas la moyenne, je repasse en session 2, quoi qu'il arrive. Donc bah là j'avais 9,75, je me suis dit bah je vais repasser en session 2. Alors, je vais pas m'amuser à compenser les semestres, il est hors de question de faire ça pour le dossier. Je me suis dit c'est pas terrible, et en plus je voyais bien que je pouvais bien faire mieux parce que franchement j'avais eu une début d'année catastrophique émotionnellement, donc je savais que je pouvais faire mieux. Du coup, au deuxième semestre, pour le coup, j'étais beaucoup plus sereine, un peu plus posée, j'étais chez moi, dans mon appart, il y a quand même pas mal de trucs qui s'étaient réglés dans ma vie, j'ai envie de dire, même si professionnellement c'était encore un peu tendu, mais j'avais repris les vidéos, j'étais un peu plus régulière, plus posée, je me sentais bien. Du coup, là, j'ai bossé un peu plus régulièrement, mais vous m'avez pas mal demandé combien d'heures ça me prend par semaine, et vous m'aviez posé la même question l'année dernière pour ma reprise en L1, et en fait, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas en mode toutes les semaines, je me dis un truc à faire, puis je lis un chapitre de chaque matière. Enfin, je marche pas comme ça, en fait. Et c'est aussi pour ça que les études à distance me conviennent vraiment, c'est que c'est pas une perte de temps pour moi de devoir aller en cours toutes les semaines et de prendre des notes sur des trucs que je suis pas encore capable d'assimiler. Moi, j'ai besoin de la vue d'ensemble. Et d'ailleurs, il y a certains profs qui font pas ça, qui nous donnent le cours un peu au compte-gouttes. Beaucoup des profs, après, je sais pas, le premier mois du semestre, ils ont déposé sur l'intranet, enfin là où on a les cours, ils ont tout déposé, et moi j'aime bien quand c'est comme ça. Mais il y en a d'autres qui, je sais pas, dans une envie de... Alors je pense que c'est pour nous aider hein, à travailler régulièrement, ils nous donnent un peu les cours au compte-gouttes. Moi je déteste ça, j'ai pas du tout envie qu'on m'infantilise comme ça, je sais m'organiser, me donnez pas, enfin, ne décidez pas à ma place s'il vous plaît, si les profs regardent ça, ne décidez pas à ma place comment je dois m'organiser parce que vous serez à côté de la plaque, c'est sûr. Donc moi j'aime bien avoir l'ensemble du cours, et quand j'ai l'ensemble du cours, j'arrive à voir par quelle boule je vais le prendre. Et en fait, en général, ce que je fais, c'est que je plonge dedans, et je m'arrête plus, quoi. C'est-à-dire que ça devient, je sais pas, genre j'ai décidé de lire le cours de psycho du développement, et bah je lis le cours de psycho du développement. Et je fais que ça. C'est-à-dire que tous mes temps de pause, tous les moments où j'ai un petit temps où je me dis, ah tiens, je sortirais bien un bouquin, bah je sors mon PDF de cours et je lis mon cours, quoi. Et je regarde les films qui sont donnés avec le cours, je fais des petits exercices s'il y en a, je regarde le TD, enfin vraiment j'ai la tête dedans, quoi. Et en général, je vais vraiment faire ça comme un tunnel, genre je vais passer tout un week-end dessus. Donc c'est pas, je sais pas comment dire, je peux pas répondre à la question de comment je fais, est-ce que je travaille X heures le matin, machin. Je fonctionne pas comme ça. Moi, ça serait vraiment insoutenable de me mettre dedans pour 1 heure, après de faire autre chose, donc ma journée de travail, et de le lendemain me mettre dedans pour 1 heure, mais sur une autre matière, vous voyez, de répartir les matières ou genre de trucs. En fait, moi, ça marche pas. Mon cerveau met tellement de temps à se mettre en route, et une fois que je suis dedans, je suis tellement à fond qu'en fait, je passerai trop de temps à switcher de tâches. Vous voyez, c'est pas du tout une façon de fonctionner qui marche pour moi. Alors après, il faut se rappeler que j'ai un diagnostic de TDAH, donc ça doit certainement jouer sur mes modes de fonctionnement, mes façons de me concentrer, etc. Mais moi, j'ai trouvé des façons qui fonctionnent pour moi, et donc je fais ça. Je dis pas que si vous avez un TDAH, vous devez faire pareil. Hein. Voilà, je réponds juste à la question comment je m'organise.
Et ça se compte pas en nombre d'heures de travail par semaine, en moyenne, machin. Parce que j'ai des semaines où je touche pas du tout à mes cours, et il y a des semaines où je vais passer vraiment toutes mes pauses à faire que ça, parce que ça m'intéresse, parce que je suis dedans, j'ai envie de connaître la suite, vraiment comme si je lisais un roman, quoi. J'ai envie de savoir la suite du cours, et puis ça, ah, puis du coup je pense à ça, puis du coup je lis des pages Wikipédia dessus, et puis ChatGPT, vas-y que je te parle avec ChatGPT. Enfin voilà, et je suis dans mon truc, quoi. Donc j'ai plutôt fonctionné comme ça. La seule chose que j'ai faite, qui est un peu de l'organisation au deuxième semestre, mais encore, franchement, pas aussi bien que ce que j'aurais voulu, enfin, pas aussi étalé sur le semestre que ce que j'aurais voulu, mais dans la deuxième partie du deuxième semestre, quand je préparais mes examens de session 2, donc le semestre 1, j'avais eu neurosciences, qui est un cours que j'ai adoré, franchement, mais où il y a beaucoup de par cœur. Et en fait, j'ai eu une sale note, j'ai eu 5, je crois, la première session, premier semestre. Et du coup, là, il y avait beaucoup de planches à connaître, beaucoup de mots autour du cerveau, autour de la connexion synaptique, autour, je sais pas, de la moelle épinière, etc., des circuits et tout. Et en fait, c'est énormément de par cœur, et je me suis vite rendu compte que si je connaissais pas ce vocabulaire par cœur, ça allait être compliqué à l'examen, même si j'avais compris les mécanismes, comment ça fonctionnait, que ça m'avait intéressé, que je pouvais les décrire à l'oral, je pouvais les expliquer. Si je connaissais pas par cœur les mots de vocabulaire, ça allait être compliqué. Du coup, je me suis fait des planches. Alors, j'aurais pu imprimer ça, mais évidemment, ça m'a pris comme une envie de pisser à 1h du matin, donc il était hors de question d'aller imprimer ça en truc d'impression, vous voyez. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué mon écran avec du papier blanc, et j'ai commencé à me faire des planches au feutre. Je pourrais vous les retrouver, je verrai si je peux pas vous les mettre au montage, mais des planches comme ça que j'avais imprimées, enfin pas imprimées, du coup redessinées, calquées avec les mots de vocabulaire, et du coup je les remplissais au crayon papier, puis après je gommais, l'histoire d'apprendre, vous voyez. Et donc ça je l'ai fait un petit peu plus régulièrement, mais sur la fin du deuxième semestre, voilà. C'est le seul truc, on va dire, de travail un peu régulier que j'ai pu faire, où il y avait plus une démarche de je travaille un petit peu tout au long pour maximiser mes résultats. Tout ça pour en plus, j'ai eu 9,75 au final hein, en neurosciences en deuxième session, alors que j'ai adoré le cours. Je vois pas comment j'aurais pu plus le bosser, honnêtement, même si j'avais pas eu un boulot à temps plein à côté, j'ai pas d'idée sur qu'est-ce que j'aurais fait de plus que ce que j'ai fait, parce que j'ai refait tous mes TD, j'ai fait des examens des années d'avant, et j'ai appris mes planches, je vois pas trop, enfin voilà, bref, bon, j'ai eu 9,75, tant pis. J'ai que 2 matières où j'ai pas la moyenne, c'est ça, et psychopathologie de l'enfant, ça c'est un peu dommage parce que bah, c'est une matière assez importante pour les sélections en master, mais bon, voilà, j'ai fait de mon mieux, et j'ai eu 8. Franchement, je sortais de là, je pensais avoir 12 ou 13, enfin je savais que j'avais pas 18 quoi, mais ouais, je pensais pas à ce point. Après, les matières où je suis bonne et où je savais que j'allais avoir des bonnes notes, où vraiment ça m'a trop plu, j'ai adoré. C'est vrai que j'ai eu des 18, des 17, des 16, j'ai eu des bonnes notes en fait dans les matières qui vraiment me plaisent le plus, donc bon, c'est cool. Donc voilà pour mon organisation, si vous voulez. Si ça peut rassurer les personnes qui s'organisent un peu comme ça, bah voilà, moi j'ai fait comme ça. Évidemment, l'idéal, ça aurait été de tout passer en session 1. J'ai pas réussi à tout passer en session 1 et avoir des bonnes notes en session 1. Je me mets pas martel en tête. Je sais bien que c'est certainement mieux pour les dossiers de master d'avoir tout en session 1. Enfin, évidemment que l'idéal, c'est d'avoir 18 en session 1 dans toutes les matières pour les dossiers de master. Ok, très bien, mais j'en suis pas capable, j'en suis pas capable. Donc, en fait, j'ai essayé de composer et de faire mon mieux. Et du coup, ça m'a permis quand même de passer de 9,75 de moyenne au semestre 1 en session 1 à 13,114 en session 2. Donc c'est pas mal comme remontée. Et pour le semestre 2, j'ai eu des meilleures notes parce que globalement j'étais mieux émotionnellement, j'étais plus disponible en fait. Et donc j'étais plus dedans. Du coup, ça m'a permis de. Puis il y avait pas. Au premier semestre, il y avait quand même 2 grosses matières qui demandaient beaucoup de par cœur. Et donc il y avait la neuroscience et puis les maths où en fait c'est pas tant que ça demandait du par cœur, mais c'est que les maths normalement je suis plutôt bonne, enfin voilà, puisque en session 2 en examen sur table j'ai eu 15 et de ce que j'ai compris c'était la meilleure note des personnes qui passent en session 2 d'après ce que m'a dit le prof, donc plutôt une bonne note, enfin la moyenne à cette matière est plutôt assez basse sur l'ensemble de la licence, donc voilà, mais en fait le mode de fonctionnement de la session 1 ne fonctionnait pas pour moi. En fait c'était des QCM en ligne qui duraient 12 minutes. Et moi, en fait, je panique devant un truc comme ça. Vraiment, genre, je panique, je peux pas expliquer, je dois cocher un truc, je dois faire des calculs avec calculette. Enfin,
panique à bord. Mais vraiment, 12 minutes, c'est trop court pour moi. Et du coup, j'ai eu des sales notes et j'ai quand même passé les examens parce que je me disais, bon, au moins, j'essaye, quoi. Mais la façon dont l'examen était posé en session 1, qui était donc un contrôle continu, m'a pas convenu du tout. Alors qu'en session 2, voilà, j'ai pas eu de problème, j'ai pas réussi à finir. C'est là que, ouais, j'ai pas réussi à finir plusieurs de mes examens, ça c'est un truc, en fait, j'ai pas demandé de tiers-temps avec mon TDAH. En réalité, j'aurais le droit, mais il faut faire la démarche de demander un tiers-temps, il faut la faire dans les temps. Et c'était trop logistique pour moi l'année dernière, premier semestre, j'étais dans un espèce de tunnel dans ma vie où en fait j'avais à cœur de reprendre mes vidéos et tout, et l'énergie que j'avais, je voulais la mettre là, et du coup, j'ai pas demandé de tiers-temps, et honnêtement, je pense que j'en avais besoin. Par exemple, j'ai vu le professeur de maths qui m'a commenté ma copie et tout, quand j'ai eu 15, et il m'a dit, c'est dommage, là vous avez fait le calcul à la main, vous avez perdu du temps, mais en fait vous n'aviez pas retourné le sujet, vous n'aviez pas vu que j'avais mis une grille de calcul. Parce qu'on n'avait pas de calculatrice à l'examen, et en fait moi j'ai calculé à la main du coup, et en fait il avait mis une grille pour pas qu'on ait à faire ça, et en fait j'ai perdu peut-être, je sais pas, 10 minutes à l'examen à faire le calcul à la main par exemple. Et il y a 2 questions auxquelles j'ai pas répondu à la fin de l'examen, alors que je connaissais les réponses, mais juste parce que j'ai pas eu le temps de les lire. Et, euh, et alors, sachant qu'en plus, la plupart des étudiants étaient partis avant la fin de l'examen, donc c'est pas... Enfin, vous allez me dire sûrement, si vous n'avez pas TDAH, vous allez me dire, oui, mais moi aussi, j'ai pas TDAH, et ça m'est déjà arrivé de pas retourner un examen, ou ça m'est déjà arrivé de pas finir un examen. Oui, il y a juste des examens, des fois, qui sont juste trop longs pour tout le monde. Mais là, j'étais vraiment la dernière dans l'amphi, quoi. Tout le monde était sorti. Et donc, ça m'est arrivé un certain nombre de fois où je me suis dit, franchement, j'aurais eu besoin d'un tiers-temps. Je vois les autres étudiants qui se lèvent, je vois qu'eux, ils ont fini, et moi pas. Donc, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour le demander à la rentrée de ma L3, parce qu'en fait, en réalité, j'en ai besoin. Juste, je me sens pas toujours légitime vis-à-vis de ce truc-là. Même si j'ai déjà eu des tiers-temps par le passé, j'en ai eu au brevet notamment. Mais j'en ai pas eu au bac parce que je l'avais pas demandé, j'avais un peu une fierté, tout ça. Alors à l'époque, on n'avait pas le diagnostic de TDAH, mais on savait pour la dyslexie, les difficultés à l'écrit, pardon. Et du coup, pour ça, j'avais eu un tiers-temps au brevet. Mais je l'avais pas demandé au bac parce que j'avais juste décrété que j'en avais pas besoin. Enfin, en fait, faut voir que quand moi je passais mon bac, il y avait un truc... Enfin, on n'était pas comme aujourd'hui sur la santé mentale en fait. Il y avait vraiment une stigmatisation, on allait me demander pourquoi, mes camarades allaient me demander pourquoi, j'avais pas vraiment envie d'expliquer, je me sentais déjà assez nulle comme ça à l'école. Donc voilà, j'ai pas osé. Et là en licence, c'est pas que j'ai pas osé, j'en ai pas eu l'année dernière, j'en ai pas eu cette année, mais c'est vraiment juste logistiquement en fait. Enfin, c'est toujours les mêmes problèmes des TDAH, c'est que logistiquement, c'est trop pour moi de devoir faire la demande. Il va falloir que je le fasse. J'ai des personnes de mon entourage, si vous reconnaissez, merci à vous, qui m'ont dit mais moi je vais t'aider à la rentrée et tout, je le ferai avec toi, on fera la demande ensemble et tout ça. Donc ça va m'aider. J'ai presque envie de pleurer en disant ça. Parce que c'est assez frustrant. En fait, je compense tellement bien et j'adore tellement les études qu'en fait, et je compense avec, comme beaucoup de TDAH, avec le côté très hyper focus, qui est commun au TDAH, mais aux personnes aussi sur le spectre autistique, et qui est commun à pas mal de fonctionnements un peu étranges. Donc ça compense, mais bon, pas assez. Donc voilà, j'aurais pu avoir encore des meilleures notes si j'avais eu un tiers-temps. J'essaierai de le demander l'année prochaine, et puis voilà. Plutôt dans l'ensemble très contente. Voilà, j'ai pas eu le 14 que je visais, mais vous savez, c'est ce que je vous dis tout le temps, hein. Un objectif, ça sert à donner des actions. Le but, c'est pas forcément de l'atteindre, ça permet de savoir qu'est-ce que je dois faire. Par exemple, si j'avais pas eu cet objectif de 14, j'aurais peut-être pas repassé en session 2, vous voyez, puisque j'aurais pas été claire sur le fait que non, je vise 14, donc je repasse les examens et je fais de mon mieux, quoi. J'ai quand même un peu terminé sur les rotules au mois de juin, je vais pas vous mentir, là le mois de juin a été très intense, parce qu'il s'est passé aussi des trucs dans ma vie professionnelle par ailleurs, que pour l'instant j'ai pas envie de discuter, mais voilà, enfin ce sera, parce que c'est pas fini, enfin ce sera un sujet pour une prochaine vidéo, mais du coup, enfin il y a eu encore des trucs, et c'est vrai que mon cerveau était un peu en mode genre, quand est-ce que ça va s'arrêter, s'il vous plaît, foutez-moi la paix, laissez-moi un peu de répit, voilà. Donc ça a été intense le mois de juin, mais j'ai aussi adoré, parce que j'ai adoré toutes les matières en fait. Vraiment, j'adore ces études, je m'éclate, j'adore. Il y a pas de cours. Si, il y a la psychopatho de l'enfant là, où c'était la psychanalyse. Franchement, ça j'ai un mal fou. Psychopatho adulte, pareil, j'ai eu 11 ou 12, je crois, enfin pas énorme, pas une très bonne note.
Parce que c'est super dur pour moi de devoir faire un diagnostic d'hystérie, excusez-moi, mais j'ai vachement mal. Là, le petit Hans qui avait un petit problème avec la phase phallique, moi j'ai un petit problème aussi, la phase anale ou la phase... Oui, je connais même pas mon cours correctement. Ça m'intéresse pas, j'ai vachement de mal à me mettre là-dedans, alors que j'aime la psychopathologie de manière générale, mais ça, là, ces aspects-là, ils sont très durs pour moi parce que c'est écrit d'une manière, enfin, les cours, en fait, il y a une culture dans tout ce qui est psychanalytique, il y a une culture d'écrire de manière compliquée. Voilà, les profs ne s'en rendent même pas compte. Et du coup, c'est hyper dur pour moi. Donc j'en chie pour juste comprendre le cours et ça m'énerve parce que je trouve ça très élitiste, je trouve ça très discriminant pour les personnes qui ont des troubles, pour les personnes qui viennent pas du même milieu social et je sais que c'est le but, hein, qu'il y a un peu un élitisme dans la psychanalyse mais ça me rend dingue et plus je trouve les idées complètement obsolètes, en tout cas les idées qu'on apprend à la fac là, mais on le sait, hein, mais c'est juste des idées qui permettent de comprendre l'histoire de la psychologie, ça n'a pas pour but de l'utiliser nous en thérapie plus tard, hein, ça a pour but de juste comprendre comment tout ça a été amené dans la psychologie moderne. Et voilà, je sais bien que c'est un enjeu de culture générale, plus que ça n'est un enjeu de, de, de- comment dire, de vraiment l'utiliser, mais bon, il n'empêche que ça m'agace, voilà. Et c'est là que j'ai envie de vous dire aussi un truc qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mon année, c'est ChatGPT. Je me suis énormément servi de ChatGPT. J'ai la version payante. Je sais pas si maintenant on pourrait pas faire ça dans la version gratuite, mais je crois pas. Moi j'ai la version payante où tu peux lui faire manger des PDF et lui dire de te recracher des trucs avec. Ça, c'est juste incroyable. Déjà, il y a plein de cours où c'est un bordel monstre parce que c'est différents profs, qu'il y en a qui donnent des PDF où c'est des textes, il y en a qui donnent des PDF où c'est des slides, il y en a qui écrivent genre 10 pages du texte sur des slides, c'est imbitable, c'est illisible. Des fois, c'est écrit dans des couleurs où t'es là, mais bon sang, mais pourquoi personne ne leur a dit qu'on peut pas écrire en jaune sur du bleu, que ça explose les yeux? Moi, je lis ça à 3 heures du mat, mais laisse tomber, j'ai les yeux comme ça. Bon, ok, parce qu'il est 3 heures du mat, mais aussi parce que c'est écrit en jaune sur bleu, quoi. Tu vois, des trucs comme ça. Euh, du coup, il y a eu plein de moments où en fait j'ai fait manger les PDF à ChatGPT et je lui ai demandé de me transformer la forme. Par exemple, l'exemple de la psychanalyse, il y a vraiment énormément de paragraphes de mon cours, voire des fois des PDF entiers, où je lui dis juste réécris-le-moi dans un niveau de langage pour un étudiant de L2 de psycho. S'il te plaît, je suis étudiante en psycho, je ne comprends pas ce paragraphe, les phrases sont trop longues, les mots utilisés sont trop alambiqués, trouve-moi un niveau, écris-le-moi dans un niveau bitable, bordel de merde, de personne qui vit en 2020 et qui n'a pas bac plus 42. Voilà. Et du coup, c'était hyper aidant. Franchement, hyper aidant. Et aussi, les éléments de cours que je comprends pas bien, je pose la question à ChatGPT, je lui donne les PDF. Donc, ça a coupé, pardon. Je disais, ouais, je lui donne les PDF du cours et je lui dis, voilà, cette partie-là, cet élément de cours, j'ai pas compris parce que pour moi, c'est contradictoire avec ce qui est dit là. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et ne te sers uniquement de ce qu'il y a dans le cours, ne m'invente pas des trucs qui viennent de l'extérieur, ne prends pas d'autres ressources que les PDF que je t'ai donnés. Et du coup, c'est hyper aidant, ça va beaucoup plus vite que de parler, parce que moi j'ai un peu ce truc très TDAH, hein, désolé, non pas que je m'identifie particulièrement à ce trouble, mais ça explique quand même pas mal de choses, mais j'ai un truc très impatient, très impulsif. Et donc le problème, c'est que moi, poser une question à un prof sur un forum ou sur un email, en fait, j'oublie que j'ai envoyé l'email. C'est-à-dire que quand il me répond 3 jours plus tard, et que moi je le lis un mois plus tard, je suis plus dedans en fait. Je sais même plus pourquoi je posais la question. Vous voyez le problème? Que là je peux le faire maintenant pendant que je suis dans mon tunnel. Donc en fait, il y a une espèce de spontanéité, de réactivité qui est extrêmement utile pour moi. Et puis aussi, je peux vraiment lui dire, attends, là j'ai rien compris, là c'est pas logique pour moi. J'ai aussi fait traduire des PDF où justement il y avait un prof à un moment donné dans une des matières qui avait fait des slides où c'était vraiment du texte, du texte, du texte, du texte sur des slides. C'était insupportable. Et en plus, on voyait qu'il avait fait des mélanges de différentes... Enfin, qu'il avait mis des planches, en gros, qui venaient de différentes présentations qu'il avait dû faire, qu'il ou elle avait dû faire. Et enfin, c'était pas cohérent, enfin, c'était très dur à lire. Franchement, très dur à lire. Même pour quelqu'un qui n'a pas particulièrement TDAH, hein, genre très dur à lire pour n'importe quel étudiant. Et moi, j'ai juste demandé à ChatGPT de prendre ça et de changer la forme et d'en faire un texte genre PDF normal sur plusieurs pages en gardant le plan du cours et en reformulant les phrases qui étaient trop longues, mais sans ajouter ou enlever d'informations. Ça m'a tellement aidé, mais je pense que vous n'avez pas idée de combien ça m'était utile. Et aussi, certains cours qui étaient trop compliqués, comme je vous disais tout à l'heure, avec différents profs et tout, je lui donnais tout le cours et je lui disais, vas-y, fais-moi un plan
de l'ensemble du cours. Quelles sont les 10 notions importantes selon toi à retenir d'après ce que les profs ont dit, et quelles sont en gros les différentes parties que je dois voir clairement, quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé de faire ça. Donc vraiment, ChatGPT, je pense que voilà, je suis pas sponsorisée par ChatGPT. Je crois qu'il n'y a pas de programme d'affiliation encore parce que j'avais regardé, parce que j'aime tellement cet outil que je serais ravie d'être affiliée avec eux et de gagner des petits centimes à chaque fois que vous y alliez de ma part, parce que c'est un outil magique et magnifique. Et voilà, après, faut pas lui demander des trucs, faut pas lui demander d'être créatif, hein, il fait que vous recracher ce qu'il y a dedans, mais pour tout ce qui est, enfin, tout ce qui est difficulté exécutive, comme c'est mon cas, donc difficulté de synthèse, perte de concentration et tout ça, il est hyper aidant. Donc voilà, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Et après les questions qu'on m'a posées, on m'a pas mal demandé est-ce que ça valait le coup, est-ce que les cours sont intéressants. Alors moi j'adore les études. Il faut comprendre que j'adore les études. C'est-à-dire que c'est pas impossible qu'une fois que j'aurai fait une licence, un master de psycho, je vous mens pas que peut-être dans 10 ans je reprendrai un autre cycle d'autres choses à l'université. Enfin je veux dire, j'en en sais rien, je sais pas de quoi demain est fait, mais j'adore les études et il y a une forme de facilité pour moi, bizarrement, dans la difficulté. C'est-à-dire que la fac, c'est quand même un gros bazar et tout, mais en fait, c'est un bazar, c'est un bordel qui fonctionne avec ma façon de fonctionner à moi. Donc, je m'en sors avec l'université. Donc je le fais pas uniquement parce que genre c'est utile dans ma pratique. Évidemment, je suis coach de vie, je suis thérapeute IFS depuis maintenant quelques temps. Euh, je me destine à devenir psychologue. J'ai envie d'accompagner, de continuer à accompagner des gens dans la psychothérapie. C'est un truc qui me parle. Évidemment que avoir un master de psycho et une licence de psycho, ça va être important pour avoir le titre de psychologue et pour pouvoir m'installer en tant que psychologue en cabinet, etc. Mais en soi, les études, même si elles ne me servaient pas à ça, elles m'intéressent. Enfin, je veux dire, et je me dis pas à chaque fois que je lis un cours, tiens, comment ça va m'aider dans ma pratique. Pour l'instant, franchement, à part tout ce qui est psychométrie, test psychométrique et tout ce qui est peut-être méthodo, où je comprends un peu mieux comment les études scientifiques sont faites, parce que j'avais pu lire des études scientifiques, notamment quand j'ai écrit mon livre, je lisais pas mal d'études et tout, et des fois je comprenais pas forcément les protocoles expérimentaux, comment c'est fait, comment les échantillons sont choisis, qu'est-ce que veulent dire, il y a un jargon en fait, il y a tout un jargon autour des études scientifiques, et vous le savez comme moi, c'est très dur de lire des articles scientifiques. Alors, moi, je sais lire des articles scientifiques au sens de je comprends comment fonctionne le système de l'écriture d'articles scientifiques, du reviewing, etc. Je sais lire l'anglais scientifique, mais j'ai appris dans un domaine qui n'a rien à voir. L'astrophysique et la psychologie, ça n'a rien à voir. Donc le jargon, il n'est pas le même, les mœurs sont pas les mêmes. Donc en fait, là, ça m'apporte beaucoup sur ça et ça me permet d'être plus efficace dans ma recherche d'informations quand je lis des articles, etc. Et ça m'intéresse en soi, même comme une fin en soi en fait. Moi je suis très contente de lire, voilà, plutôt que de lire un bouquin, bah, je lis un PDF de 100 pages. Pour moi c'est la même chose en fait, si vous voulez. Genre ça me paraît pas être un travail démesuré ou en plus et tout, c'est du temps, mais de toute façon si j'avais pas fait ça, je me serais surbookée à faire autre chose. Enfin, oui, je suis comme ça de toute manière. Donc voilà, du coup à vous de voir ce que vous pouvez prendre ou laisser comme information dans ce que je vous dis là et ce qui est applicable dans vos vies. Mais voilà, et pour la suite, écoutez, là je vais donc en L3 de psycho à distance. Je suis en train de réaliser que c'est passé extrêmement vite. Franchement, si vous hésitez à reprendre des études, lancez-vous. Moi je me suis lancée en L1 en me disant, bon de toute façon j'ai le temps, il y en a pour 5 ans, oui ça va être long, ça va être... voilà, mais fais-le parce que le temps passe et au moins t'es dedans. Et là je réalise que j'arrive en L3, que l'année prochaine à cette heure-ci, a priori je saurai dans quel master je vais si je vais en master. Donc là, voilà, c'est compliqué de me dire, oh putain, il va falloir que je me bouge. Là, actuellement, du coup, je suis en stage. Je suis en stage dans une clinique qui est dans le centre de la France, que je vais pas vous dire ici par respect pour les patients. Je sais qu'il y en a qui connaissent ma chaîne YouTube. Donc, j'ai pas particulièrement envie voilà, d'être explicite sur ces sujets-là. Ça, c'est aussi un sujet de vidéo que j'aimerais aborder un jour. La question de mon métier et en même temps être présente sur les réseaux. Et en même temps, parler de mon métier sur les réseaux et transmettre aux personnes que ça pourrait intéresser d'être accompagné par moi. Enfin, c'est tout un truc, en fait, qui est nouveau, et je pense que tous les professionnels de santé, pas que santé mentale, mais se posent cette question de l'éthique et tout. C'est hyper intéressant. En plus, moi, j'avais commencé bien avant de faire ces métiers-là, donc en fait, il y a vraiment tout un... Enfin, bref, c'est un sujet pour une autre vidéo, disons. Mais là, du coup, je suis en stage de clinique, donc du coup, je suis dans une clinique où il y a des résidents qui sont là, qui dorment sur place, etc. Et c'est aussi un hôpital de jour où il y a des personnes qui viennent la journée, qui arrivent le matin, qui repartent le soir, qui viennent un jour, 2 jours ou 3 jours par semaine.
Et voilà, et du coup, c'est super intéressant. J'adore. Franchement, je m'éclate, je me sens utile. J'ai l'impression d'apporter des choses, de voir aussi, je vois de la pratique, des façons de pratiquer que je connaissais pas ou très peu. J'avais fait quelques petites formations, mais comme elles n'étaient pas sérieuses à mon goût, j'avais arrêté. Mais c'est aussi l'une des raisons d'ailleurs qui m'a poussée à reprendre des études de psychologue, c'est de pouvoir accéder à certaines formations, comme par exemple une formation de MDR ou une formation de TCC. Et là, le psychologue avec qui je fais ce stage pratique le MDR et je trouve ça, j'adore. Enfin, j'avais déjà un peu une idée puisque j'avais fait une formation, encore une fois, que je n'ai pas finie parce que je la trouvais pas sérieuse. Mais ça m'a quand même permis de comprendre un peu les mécanismes de l'EMDR, puisque j'avais fait des recherches à cette période-là de ma vie et tout. Et là, de voir un psychologue qui est certifié là-dedans pratiquer, c'est super intéressant. Et je vois aussi les... Donc voilà, assez chouette, franchement. Et du coup, bah, moi, pour ma suite, j'ai toujours envie de travailler sur les questions des troubles du comportement alimentaire. J'aimerais beaucoup faire des stages l'année prochaine dans ces sujets-là. Je suis en train de réfléchir à mon sujet de mémoire parce que je vois que pour les dossiers de stage, pour les dossiers de master, pardon, qui vont se faire, en général, c'est février-mars. En fait, il faut s'y prendre bien en amont parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre, notamment un projet de mémoire ou ce genre de truc, et ça peut prendre 10 pages ou 15 pages à préparer. Donc, j'ai pas envie de le faire dans le rush de mes examens, genre en janvier je passe mes partiels et en même temps je fais mes dossiers de master, vous voyez, puis c'est pas un truc que tu peux trop faire en dernière minute. Donc j'essaye d'y penser en amont et en plus j'ai envie d'avoir des bonnes notes en L3. Voilà, je vais essayer du coup en session 1 d'avoir des bonnes notes parce que bah, même si je repasserai en session 2 ce que j'ai pas eu, bah, ça va être important pour le dossier de master de pas avoir des trop sales notes dès la session 1. Donc voilà, et normalement, émotionnellement, je serai un peu plus posée à la rentrée, on va voir, mais normalement, pour l'instant, là, j'ai pas de gros trucs de prévu. J'ai justement simplifié pas mal de trucs dans mon boulot pour me faire encore plus d'espace et encore plus de temps pour travailler sur ma licence l'année prochaine, les dossiers de master, etc. Parce que, puis il y a un stage, enfin bref, je vais essayer de faire d'autres stages d'ici là, parce que j'ai cru comprendre que les stages étaient quand même assez importants dans le dossier de master. Alors moi, j'espère que mon parcours, de manière générale, m'aidera dans les dossiers de master, mais j'en sais rien. Ça se peut que ça me desserve le fait d'être coach, j'en sais rien du tout. Ça aussi, c'est des questions que vous me posez. Vous me dites oui, et quel master, et t'as pas peur pour ci, et t'as pas peur pour ça, et est-ce que avoir telle note c'est suffisant, et est-ce que les stages ceci, est-ce qu'ils regardent la session 2, est-ce qu'ils regardent la L1? Je sais pas plus que vous les gars en fait. Juste, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que moi je suis comme vous, je suis étudiante en psycho. C'est-à-dire que bah, j'apprends sur le tas, je n'en sais rien. Et même discuter avec des M1 ou M2, bah, des fois, ils peuvent vous dire ce qu'eux, ils avaient mis dans leur dossier, mais ils peuvent pas vous dire, genre, qu'est-ce qui a fait que leur dossier est passé. Enfin, ils n'en savent rien. Ils peuvent avoir des retours sur les endroits où on les a pas pris, pourquoi on les a pas pris. Mais voilà, il y a une vraie pression à l'entrée des masters. Tout ce qui est master clinique, on voit des 1% de taux de rétention, des fois des 2, 3%, 4%, 5%. Et puis il y a d'autres masters comme psychosocial où ça va être plutôt des 10%, 20%, parfois 40%, mais ça reste quand même un taux de rétention qui est quand même très peu. Donc c'est vrai que c'est important de bien lécher son dossier. J'aurais aimé avoir encore mieux comme note. Moi je trouve que 13 650 et des bananes entre la L1 et la L2, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas très bon, c'est pas une mention bien, donc je ne sais pas du tout si ce sera suffisant pour passer en master. Moi j'ai vu des gens qui avaient des 16 de moyenne, des 14 et demi, 15 de moyenne et qui n'ont pas eu de master. Donc voilà. Mais après je sais que c'est pas que les notes qui comptent et que du coup il y a aussi le parcours. Donc franchement voilà, moi ma suite c'est juste que je sais que je veux bosser avec les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, l'hyperphagie, j'ai envie de travailler sur les questions d'identité sociale autour de l'hyperphagie, genre qu'est-ce qui fait, vous savez, cette fameuse identité de grosse dont je vous parle et dont je parle dans le livre, ce truc de socialement, on mange parce on s'identifie à ça. Je suis une personne gourmande, je suis une personne qui ne peut pas être mince. Le nombre de personnes parmi nous qui sont convaincus que ce n'est pas possible pour elles d'être minces, j'ai vraiment envie de m'intéresser à cette question de l'obésité versus ce qu'on pense socialement, notre identité sociale. Donc c'est probablement quelque chose qui sera à mi-distance entre la clinique et la recherche en en psychosocial. Donc je pourrais postuler à la fois dans des masters cliniques,
pour continuer à accompagner des personnes dans les troubles du comportement alimentaire et peut-être faire de la recherche après, faire un doctorat sur les questions d'identité, sur les questions de comment on peut le mieux accompagner en clinique les personnes pour travailler sur ce rapport à l'identité, à la confiance en soi, à l'estime de soi, dans un travail de relation à la nourriture et au corps, et dans le traitement de l'obésité et de l'hyperphagie, et à la fois je pourrais aller dans un parcours vraiment psychosocial recherche, parce que de toute façon quand on a le titre de psychologue on peut faire du clinique après, hein, d'autant plus si on a fait une formation de thérapeute, ce qui est mon cas, et puis je pense en faire d'autres, hein. Je suis très attirée par un DU aussi sur les comportements alimentaires, je suis aussi pas mal attirée par une formation en EMDR, peut-être aussi des masters spécialisés dans les TCC parce que c'est aussi des outils utiles pour ces questions-là. Donc je ne sais pas encore exactement dans quel master je vais postuler, mais je sais que mon projet général c'est celui-là. C'est à la fois de comprendre comment on peut se retrouver dans cette situation d'obésité avec des troubles du comportement alimentaire, de l'hyperphagie, enfin qu'est-ce qui se passe socialement, culturellement, biologiquement pour en arriver là. C'est des sujets que j'ai déjà beaucoup investigués, notamment pour mon livre, mais j'ai aussi envie de continuer à accompagner les personnes au mieux en implémentant ce que j'apprends sur ces sujets-là. Donc ça va être quelque chose à moitié entre la recherche et l'accompagnement. Donc c'est vrai que je pourrais postuler dans différents masters. De toute façon, je vais postuler dans plusieurs masters hein, pour essayer d'en avoir un. J'ai conscience que c'est super dur à l'entrée. Voilà, j'aurai un plan B. Je pense que je vais postuler aussi à des masters à l'étranger, que je vais postuler peut-être dans d'autres spécialités que la psychologie pour pas être sans rien et avoir quand même un suivi dans mon parcours et peut-être repostuler l'année d'après si j'ai pas des masters la première année. Je suis pas pressée, je suis pas inquiète. C'est mon métier, je vais faire ça toute ma vie, ça m'intéresse tellement et je suis tellement passionnée par ce que je raconte, par ce que je fais, par les personnes que j'accompagne et je sais que je suis faite pour ça et je suis déjà en train de faire ce métier quelque part, donc en fait il n'y a pas une énorme pression sur mes épaules et surtout, et c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre, c'est que j'ai pas envie d'y laisser ma santé mentale. J'ai déjà fait un burn-out, je sais que je suis super active, je sais que je suis hyperactive, c'est même pathologique dans mon cas, hein, on est sur un trouble. Donc j'essaye de prendre soin de moi, je sais que j'ai besoin de beaucoup de stimulation, mais j'y laisserai pas ma santé mentale. Moi je vois des étudiants de L3 qui terminent dans des états pas possibles parce qu'ils n'ont pas eu de master, qui se mettent une pression de dingue, ça remet toute leur vie en question, toute leur estime d'eux-mêmes. Je vais pas rentrer dans ces trucs-là. Après, je me sens assez immunisée contre ça parce que bah, c'est aussi l'avantage de reprendre des études quand on a 35 ans et plus. C'est qu'on n'est pas au même endroit aussi dans sa tête, on a déjà un métier. J'ai l'impression que le fait d'avoir déjà un cycle universitaire derrière moi, ça me donne un peu d'expérience, un peu de confiance en moi aussi. Et puis je sais que quelqu'un qui te dit non en master, c'est juste quelqu'un qui n'a pas aimé ton dossier et pas toi en tant que personne. Enfin, je le prends pas personnellement. Après, bien sûr que j'ai envie d'avoir des masters intéressants et d'aller dans un master qui me plaît et on verra bien. Mais voilà, un peu pour le projet pour la suite. Je suis plus focalisée sur le mémoire et sur avoir un dossier assez cohérent, et même moi que ça soit cohérent dans ma tête. J'ai l'impression que c'est déjà le cas, hein, c'est juste que c'est pas sur papier. Et comme moi l'écrit ça me prend du temps, bah, je vais bien préparer ça en amont. Voilà un petit peu pour la suite, pour ce bilan de ma L2 et cette entrée en L3. Je vais peut-être vérifier si j'avais pas d'autres questions que j'ai pas traitées naturellement dans cette vidéo. Ah si, j'avais une question sur l'engagement financier, combien ça me coûte. Alors je vais pas compter le fait de me loger, de me nourrir et tout, parce que ça, moi, c'est avec mon travail que c'est payé. Mais en soi, l'université, là, j'ai payé donc 103 euros de je sais plus quoi, civique nécessaire pour le campus, je sais plus, je sais pas à quoi ça sert et je sais pas enfin ce que c'est exactement, mais c'est la vie sur le campus et c'est obligatoire, même quand on est en études à distance. Et ensuite, j'ai payé les frais de scolarité 175 euros. Et je vais avoir un truc spécial pour les EAD. Donc ça, ce sera à la rentrée, ce sera pendant les inscriptions administratives, pendant les inscriptions pédagogiques, pardon, à la rentrée, qui est propre au fait d'être en EAD, d'avoir la plateforme, d'avoir tout le système d'examen à distance, etc. Pour les examens en contrôle continu qui sont à distance, pour nous éviter de faire des allers-retours pendant tout le semestre. Donc ça, c'est cool. Merci de faire ça. Et du coup, ça, c'est un autre 150 euros à peu près, je crois. Donc en tout, ouais, il y en a bien pour environ 500 euros, je pense, pour l'année. 450, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'était pareil en L1, si je me trompe pas. Après, voilà, je suis à l'université publique. J'ai vu des universités privées où c'était des 7000 euros l'année, hein. Donc voilà, évidemment, les études coûtent beaucoup plus que ça. C'est juste que ben, on est en France et qu'on a beaucoup de chance. Alors, il y a une personne qui me demande est-ce que je suis à Paris 8. La réponse est non, puisque je suis à Rennes 2. J'ai essayé d'être à Paris 8, mais j'ai pas été prise. J'ai pas été prise en 2018, j'ai pas été prise en 2019, et j'ai pas été prise en 2021, je crois.
ça doit être ça. Non, en 2022, justement, quand j'ai tenté pour Rennes et que j'ai été prise à Rennes. Et d'ailleurs, j'étais sur liste d'attente, hein, j'ai pas été prise comme ça, j'étais loin sur la liste d'attente, mais j'ai finalement eu une place. Et as-tu hésité avec d'autres options, genre CNAM, je sais pas ce que c'est la SNAM, donc bah non, du coup, je sais pas ce que c'est. De 0 à 10, peux-tu estimer la difficulté des partiels de L1 et de L2 Honnêtement, c'est tellement hétérogène en fonction des matières, mais vraiment très hétérogène. Ouais, je saurais pas dire. Et d'ailleurs, il y a des matières où j'ai été un peu stratégique. Je pense notamment à la psychosociale parce que je savais qu'il y avait des chances que je demande un master de psychosocial vu mon projet. Enfin, je vais pas demander que de la psychoclinique, mais probablement aussi de la psychosociale. Et du coup, je voulais pas avoir des mauvaises notes et du coup, j'ai fait exprès de pas rendre l'entièreté du sujet pour pouvoir le passer en session 2 et avoir une meilleure note parce que j'avais pas assez travaillé. Donc tu vois, il y a des matières comme ça où j'ai même fait un passe-passe parce qu'en première année, il y a des matières que j'avais pas bossé, notamment la psychosociale. J'avais pas travaillé parce que je pensais le passer en session 2 et en fait, j'ai eu 10 sur 20 et j'étais deg parce que si t'as la moyenne, tu peux pas le repasser. Et 10 sur 20, c'était pas du tout la note que je visais dans cette matière-là. Donc voilà, du coup, j'ai pas refait ça cette année. Donc tu vois, il y a des matières que j'ai trouvées faciles, puis d'autres, tu vois, comme je disais tout à l'heure, la neurobiologie, où en fait, et comportement, c'était neurobiologie, neurosciences et comportement humain, je crois, ou neurobiologie et comportement humain, je sais plus, que j'ai trouvé assez difficile au final, alors que j'avais l'impression de maîtriser le cours et en fait j'ai pas eu la moyenne, quoi. Et à côté de ça, il y a d'autres matières en bio aussi où j'ai eu des 16, j'ai eu des 13,5 parce que j'ai fait des options bio qui sont censées être difficiles et j'ai pas trouvé les examens très difficiles. Donc bref, ça dépend. Bon voilà, je pense que j'ai répondu quand même à pas mal de questions, donc je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est déjà bien longue, mais je sais que vous aimez. Et puis bah écoutez, n'oubliez pas demain du coup pour le cahier de vacances si ça vous parle, n'hésitez pas à aller regarder ça, je l'aurai remis sur les réseaux sociaux et dans la newsletter en premier lieu. Ne ratez pas la promo si ça vous intéresse, vous pourrez faire ça tranquille à la plage. Vous allez voir que c'est un programme qui va vous faire du bien, c'est pas un programme qui va vous mettre de la pression ou quoi, et qui va vraiment vous aider sur ces questions de limite. Et puis bah écoutez, moi je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.